Bienvenue amis téléspectateurs à ce troisième numéro de e-Pétrole pour lequel je retrouve aussi Olga. Comment vas-tu Olga? Je vais très bien et ceci grâce à vous téléspectateurs car vous êtes très nombreux à suivre e-Pétrole. Merci de votre fidélité. e-Pétrole continue sa marche en vous apportant chaque lundi des informations sur les hydrocarbures. Le pétrole lampant qui est obtenu à partir du raffinage du pétrole brut pour son usage domestique. Tantôt, il est utilisé pour obtenir de la lumière à travers des lampes tempêtes ou des boîtes. Tantôt, il est utilisé pour allumer le charbon de bois pour la cuisine. Cette proximité des populations avec le pétrole lampant peut occasionner des risques, surtout des intoxications dues soit à l'inhalation ou à l'ingestion. Effectivement, le pétrole lampant de couleur jaune pâle est un produit de proximité que l'on retrouve généralement dans les stations-service ou dans les boutiques chez les détaillants. Avec une consommation de 51 000 m3, l'utilisation du pétrole lampant est relativement importante aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout à fait Olga, et c'est justement le sujet de nos échanges dans le cadre de 3 sur 6. Nous recevons le docteur Fouabi Esther Ursule, pharmacienne. Alors docteur Fouabi, qu'entend-on par intoxication au pétrole lampant? L'intoxication au pétrole lampant, c'est l'introduction dans l'organisme donc d'une certaine quantité de pétrole lampant. Cette introduction peut être accidentelle, on parle de siphonnage, ou volontaire dans les cas de tentatives de suicide. Alors, cette introduction dans l'organisme peut se faire dans plusieurs voies, par l'inhalation, par l'ingestion et par l'injection. Il y a aussi la possibilité de projection oculaire ou cutanée, qui ne sont pas des sources d'intoxication en tant que telles, mais qu'il convient de ne pas occulter parce que c'est également des accidents liés à l'utilisation du pétrole lampant. L'on sait généralement qu'il y a plusieurs formes d'intoxication au pétrole lampant, même s'il faut noter en passant que l'ingestion est la forme la plus fréquente. Tout à fait. Docteur, à partir de quelle quantité de pétrole peut-on parler d'intoxication? L'ingestion de quelques millilitres de pétrole peut provoquer une intoxication. Un enfant en bas âge qui suce ne serait-ce qu'une mèche, si par inadvertance il arrivait qu'un enfant en bas âge suce cette tige, il pourrait s'intoxiquer et même la quantité, les quelques millilitres qu'il aurait absorbés peuvent provoquer des lésions pulmonaires très graves. Docteur Fouabi, le pétrole lampant est un produit dont l'odeur ne passe pas inaperçue. Le diagnostic est apparemment facile, je suppose. Mais quelles sont donc les manifestations qui suivent l'inhalation ou l'ingestion de pétrole lampant? Nous allons plutôt nous étendre sur des signes pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour l'individu qui est face à un sujet qui vient d'inhaler ou d'ingérer une quantité de pétrole lampant. Alors celui-là, comment est-ce qu'il peut reconnaître une intoxication au pétrole lampant? L'haleine est caractéristique, on l'a évoqué. Le sujet peut faire de la fièvre. Et cette fièvre-là peut s'accompagner de 4 types de syndromes, c'est-à-dire de 4 types d'ensemble de signes. C'est ce qu'on appelle les syndromes. Donc il y a le premier syndrome, c'est le syndrome digestif. Le syndrome digestif, il est caractérisé dans 40% des cas de vomissements spontanés. Les vomissements sont une source secondaire d'inhalation. C'est pour ça, ce sont les vomissements qui font la gravité de l'intoxication au pétrole lampant. À côté des vomissements, on peut observer un météorisme, c'est-à-dire le sujet présente un ballonnement donc, abdominal avec des gargouillements qu'on peut entendre. Et aussi, il peut présenter une diarrhée. Mais la diarrhée, c'est généralement dans les 48 à 72 heures qui suivent l'ingestion. Donc, généralement, la diarrhée s'observe à l'hôpital. Alors, à côté du syndrome digestif, nous avons le syndrome pulmonaire. C'est le plus fréquent et c'est le plus grave. Le syndrome pulmonaire est caractérisé par des toux sèches qui sont quasi constantes, une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté à respirer. Et cette dyspnée-là s'accompagne généralement de râles bronchiques. C'est des bruits qu'on entend à l'auscultation, donc à l'exploration pulmonaire, et aussi on peut avoir des douleurs thoraciques. Le syndrome pulmonaire peut être accompagné du syndrome neurologique. Alors le sujet est somnolent, on observe une torpeur, il peut être obnubilé, mais cette obnubilation se résout assez rapidement quand même. On peut observer aussi des convulsions qui peuvent aboutir au coma.
Et ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Enfin, il y a le syndrome cardiovasculaire qui est caractérisé par une tachycardie, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque qui peut aboutir au collapsus cardiovasculaire. Docteur Fouabi, on constate à travers tout ce que vous venez de dire qu'il y a des réflexes précis et importants à avoir. En attendant l'arrivée des secours, il faut mettre la victime en position latérale de sécurité, c'est-à-dire coucher la victime de profil sur le côté droit, avec la jambe droite en extension et la jambe gauche légèrement fléchie, et la tête rejetée en arrière, de sorte à dégager les voies respiratoires pour empêcher que les vomissements ne viennent exacerber donc les lésions pulmonaires. Ensuite, il faut enlever les vêtements toujours pour dégager les voies respiratoires. Si la victime avait une chemise à boutons, il faut déboutonner, si possible déshabiller carrément le patient pour éviter les vomissements. S'il est possible, si on a un infirmier ou vraiment quelqu'un qui a du corps médical dans les environs, il faut lui injecter en intraveineuse ou en intramusculaire un antiémétique qui va bloquer le vomissement. Les vomissements exacerbent, donc aggravent les lésions pulmonaires de l'ingestion du pétrole, de l'inhalation du pétrole. Donc il faut à tout prix empêcher que le sujet vomisse. Selon l'état clinique du patient, on peut mettre en œuvre les manœuvres de réanimation, en particulier les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. En cas de projection du pétrole lampant sur la peau, il faut rincer abondamment, donc il faut déshabiller la victime, ôter les vêtements contaminés et rincer abondamment à l'eau, si possible même pendant 30 minutes à 2 heures de rinçage à l'eau courante, à l'eau tiède de préférence, mais éviter de frotter. Enfin, en cas de projection oculaire, il faut également rincer les yeux abondamment à l'eau courante également, où on peut utiliser du sérum physiologique pour rincer les yeux, mais il faut recourir le plus tôt possible à la consultation d'un ophtalmologue. Si il est difficile d'avoir accès au téléphone ou il est difficile de prévenir les secours d'urgence et qu'on est obligé de transporter l'individu soi-même ou prendre un taxi pour le conduire à l'hôpital, il faut dans le véhicule que l'accompagnateur mette le patient à plat sur le ventre, donc sur ses genoux. L'accompagnateur positionne le patient sur ses genoux, de sorte que la tête du patient soit en position plus basse que le reste du corps. Ainsi, le liquide ne va pas remonter dans les voies pulmonaires pour aggraver les lésions. Voilà, donc l'hospitalisation d'un intoxiqué est systématique. Il faut absolument éviter de faire boire quoi que ce soit à l'individu. Ni du lait, ni de l'eau, ni de l'huile de palme. Il ne faut rien lui faire boire. Il ne faut rien lui administrer par voie orale. C'est impératif. Donc voilà, il ne faut pas le faire vomir, il ne faut rien lui faire boire. Il ne faut pas non plus le purger ou lui administrer de laxatifs. Il est donc clair que l'intoxication au pétrole lampant présente de graves conséquences sanitaires. Le maintenir donc hors de portée des enfants serait déjà une grande avancée dans la prévention de cette intoxication. N'est-ce pas, Olga? C'est le premier geste à faire, mais le pétrole lampant est un mal nécessaire. Le gaz. Voilà un autre produit indispensable pour le feu alimentaire. Comment le gaz parvient-il au consommateur dans son emballage? Chers téléspectateurs, suivez le circuit d'emplissage du butane dans les métiers du secteur. Je me nomme Amisale David. Je suis au poste au palettiseur, disons. Le palettiseur consiste à quoi? Le palettiseur, d'abord les bouteilles arrivent au niveau du chariot et rentrent là. Ici c'est le poste déchargement. Donc le déchargement se fait par un vérin d'admission là-bas qui pousse les bouteilles, ils arrivent à ce niveau. Donc ces bouteilles sont entraînées par la chaîne qui vont jusqu'au carrousel. Après le carrousel, les bouteilles passent au contrôle, à la pesée. Et après la pesée, il y a le contrôle à la mousse. Après le contrôle à la mousse, on a la capsulage. Donc les bouteilles sont capsulées. Et après capsulage, les bouteilles passent au détecteur électronique.
Après cette étape-là, on met les chapeaux et les bouteilles arrivent au chargement. C'est le poste de chargement. Donc le chargement consiste à mettre les bouteilles pleines dans le casier. Nous avons ici un capteur qui est mémorisé dans l'armoire qui compte 5 bouteilles. Après 5 bouteilles, nous avons un vérin qui sort et qui injecte les bouteilles dans le casier. Il admet 35 bouteilles dans ce casier. Ça revient dans le casier et il va le déposer sur le camion. Comme on vient de le voir, le secteur du gaz requiert un travail en équipe et une concentration extrême. Lors du tournage de cette vidéo, j'ai réalisé que la moindre petite erreur pourrait être fatale. Quoi de plus normal, puisque c'est le caractère dangereux du gaz butane qui justifie la chaîne d'emplissage que nous venons de voir. La sécurisation du transport des bouteilles et le contact direct que les populations seront amenées à avoir avec elles sont sans aucun doute à ce prix. Place à présent à la rubrique Pétrole News avec Hervé Quadio. Les news cette semaine, c'est d'abord l'actualité nationale dominée par 2 points essentiels. Il s'agit de la signature ce mardi d'un contrat de partage de production portant sur le bloc CI102 conclu entre l'État de Côte d'Ivoire et un consortium d'entreprises italiennes, néerlandaises et koweïtiennes. L'État de Côte d'Ivoire était représenté par Petroci. L'autre information, c'est l'audience accordée par le président de la République au GPP. La délégation du groupement des professionnels de l'industrie pétrolière était conduite par son président, M. Kadio Morokoro. Rien à filtrer de cette rencontre, mais on devine que la question des centres emplisseurs clandestins était au menu des échanges. Au chapitre de l'actualité internationale, on note qu'au Soudan, le mouvement rebelle de la justice et l'égalité a attaqué ce mardi les installations pétrolières exploitées par une compagnie chinoise dans l'est du Darfour. En Norvège, une fuite de pétrole survenue ce mercredi lors d'un transbordement du pétrole d'une plateforme à un navire a causé la deuxième importante marée noire du pays, déversant environ 24 150 barils dans la mer du Nord, dans l'ouest du pays. L'actualité, c'est aussi les coûts du baril de pétrole. Après avoir amorcé un mouvement de recul la semaine dernière, les coûts du baril de pétrole cette semaine se sont quelque peu stabilisés légèrement au-dessus des 90 $. Merci Hervé pour ces news. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Bien sûr. C'était l'actualité de la semaine avec Hervé Quadio que nous avons eu plaisir à retrouver sur notre plateau. C'est terminé pour e-Pétrole d'aujourd'hui. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. Au revoir. Bye bye.